On part sur un truc simple et mécanique de bon matin, on se réveille un peu. C'est juste l'application de formules connues, des techniques connues. Il n'y a rien de nouveau. Tout va très bien. Ça, c'est la partie facile, parce qu'il ne faut pas raisonner, il faut juste appliquer. D'accord? C'est pour ça que je dis que c'est des exercices mécaniques. Il y a un côté mécanique au niveau des mathématiques, c'est le côté calculatoire, c'est le côté où, encore une fois, il y a juste à apprendre par cœur et appliquer, et on s'est débarrassé du problème. Et il y a un côté où il faut raisonner et décider quoi faire. Ça, c'est le côté stratégique. Il faut comprendre quelle est la meilleure chose à faire pour atteindre un certain résultat. Ça, c'est la partie difficile, la partie où il faut vraiment s'y mettre avec son cerveau. Donc, si je me débrouille donc avec les formules que je connais, une chose que vous pouvez faire, encore une fois, la double page avec tout ce que vous savez sur les fonctions, ça peut être utile. Eh bien, si je regarde tout ce que j'ai ici et que je veux tout rassembler, je sais que j'utiliserai finalement seulement 3 formules et que j'aurai besoin de connaître la dérivation de seulement 2 fonctions usuelles. En effet, je sais que, alors je vais sûrement utiliser, parce que je l'ai vu, la formule de dérivation d'une fraction, donc celle-là. Encore une fois, vous la connaissez depuis l'année dernière, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas la connaître par cœur. Ensuite, je sais que j'utiliserai la formule de dérivation d'un produit, U fois V, c'était la numéro 2. Donc c'est U'x V de x plus V'x V de U de x. Et enfin, on a la dérivation d'une fonction composée, c'est-à-dire U de V de x. Combien de parenthèses j'ai ouvert? 3. Dérivée égale U' de V de x fois V' de x. 3 choses différentes. Ne confondez pas, la troisième, celle-là, c'est la fonction composée. Ce n'est pas un produit entre 2 fonctions. Ça rassemble, mais ce n'est pas le cas. C'est une fonction composée. Ok, avec ces 3 fonctions-là, évidemment, j'ai aussi besoin de connaître quelques dérivées de fonctions usuelles, mais dans l'exercice que je vous ai posé, il y a seulement 2 types de fonctions usuelles. Alors, il y a soit x, mais ça, vous savez que sa dérivée, c'est 1. Soit il y a x au carré, mais vous savez que sa dérivée, c'est 2x. Soit il y a la racine carrée de x, mais vous savez que sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Donc ça, c'est mon petit schéma fonction dérivée. Voilà. Vraiment basique. Franchement, plus basique que ça, on ne peut pas. Avec tout ce que je viens d'écrire, je peux faire les 3 dans un clin d'œil. La première, c'est x au carré, je crois, divisé par x au carré plus 4. Donc, j'applique la rouge. Alors, je vous la mets juste ici. Donc, c'est x au carré divisé par x au carré plus 4, dérivée. Donc, je vais faire la dérivée du numérateur 2x fois le dénominateur auquel je ne touche rien, moins la dérivée du dénominateur qui est donc 2x fois le numérateur auquel je ne touche plus rien. Le tout divisé par x au carré plus 4, le tout au carré. Et là, je vais faire les opérations. Ça fait 2x au cube plus 8x moins 2x au cube. Ah, regardez. 2x au cube et 2x au cube partent à la trappe. Ok, donc il me reste 8x divisé par x au carré plus 4, le tout au carré. Temps total de ce calcul, c'est quoi? Moins d'une minute, je pense. 8x divisé par x au carré plus 4, le tout au carré. Physiquement, ça prend juste le temps de l'écrire. Et éventuellement de rappeler la formule, mais voilà, elle est juste en bas. Des questions là-dessus? Vous avez qui a trouvé ça? Qui n'a pas trouvé ça? D'accord? Où était l'erreur? Dans la formule ou dans la dérivation de x au carré ou de x au carré plus 4? Formule? Quel calcul? Il y a juste un produit à faire ici. 2x fois ça, 2x fois ça. C'est ça. Moi, j'ai mis plus, donc du coup, ça. Plus ici. Ah. Alors, donc, les dérivations de fractions au milieu, toujours en moins. Toujours. La deuxième, c'était une dérivation d'un produit. Et c'était... Oui, une question. Quand on a par exemple x au carré plus 4 au carré, faut pas qu'on développe X au carré plus 4 au carré. Ah, ici en bas, le dénominateur? Ici, je te rappelle que l'étape numéro 4, après avoir fait la dérivation dans une étude de fonction, c'est quoi? L'étude du signe. Est-ce que j'ai intérêt à développer un carré, sachant qu'après, je vais faire l'étude du signe?
Non, parce que je sais que le carré, il est positif. Donc, je le touche plus jamais. Je suis super content d'avoir un carré. Je vais le laisser tel quel. Plus jamais j'y touche. 8x, là, je vais devoir faire une étude, mais c'est simple. Mais x au carré plus 4 au carré, je le laisse tel quel. Allez, il est déjà positif. Là, c'est magnifique. Je le laisse comme ça. La troisième, c'était racine carrée de x. Et c'est 2x plus racine carrée de x. OK. Racine carrée de x fois 2x plus racine carrée de x. Est-ce que je me suis trompé ou c'est ça? C'est ça. Alors, quand je dérive tout ça, je vous rappelle, du coup, là, j'applique la deuxième formule. Donc, c'est celle-là. Autrement dit, je fais la dérivée du premier facteur, qui est donc 1 divisé par 2 racine carrée de x, fois le deuxième facteur non dérivé, le tout additionné avec la dérivée du deuxième facteur, donc ça fait, ça fait 2 plus 1 sur 2 racine carrée de x, le tout multiplié fois la première fonction non dérivée, donc c'est fois racine carrée de x. D'accord? Alors ça, c'est déjà la dérivée. Maintenant, ici, ce serait quand même agréable de faire des simplifications parce qu'il y en a pas mal qu'on peut faire. Et si je m'amuse à faire ça, bah là, c'est juste des calculs en fait. Donc, je fais ça fois ça. Et ça fait du coup racine carrée de x. Est-ce que vous le voyez ou pas? 2 et 2 se simplifient. Et après, j'ai x sur racine carrée de x. Sauf que x, c'est comme faire racine de x fois racine de x. Donc, racine de x se simplifie. Et il me reste juste racine carrée de x. Plus 1 sur 2 racines de x fois racine de x. Donc, il reste tout simplement 1 demi. Et l'autre, c'est plus, alors ça, c'est racine de x fois 2. Donc, c'est 2 racines de x. Et ensuite, j'ai racine de x fois tout ça. Et ça fait 1 demi. Donc, ça fait plus 1 demi. Sympa, non? Et donc, quand je fais la somme, ça me fait tout simplement 3 racines carrées de x plus 1. D'accord? C'est joli, non? Tout ça, ça s'est super simplifié et c'est devenu juste ça. Je trouve ça stylé, non? 3 racines carrées de x plus 1. C'est tout. Est-ce que tout est clair ici? Déjà, est-ce que vous étiez arrivé à voir ça? Oui, ça, cette fois-ci, ça a été. Il n'y avait pas de... Alors, après, je ne vous demande pas d'avoir fait la simplification jusqu'à ce moment-là. Mais voilà, si vous l'avez fait, évidemment, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que si vous devez étudier le signe de l'expression que j'ai assuré en bleu, bon courage à vous. Si vous devez étudier le signe de l'expression qui est juste ici à la fin, là, c'est facile parce que vous savez que 3, c'est positif. La racine carrée de x, c'est positif. Donc, ce produit-là, il est toujours positif. Plus 1, ça reste positif. Donc, ça, c'est un truc qui est tout le temps strictement positif. Et je suis un homme comblé. Je n'ai pas grand-chose à faire pour étudier ensuite le signe. Vous voyez, c'est super facile. OK, la troisième, c'était celle où il fallait appliquer la dérivation de fonctions composées. C'était la racine carrée de x au carré moins 3x. Je disais la racine carrée de x au carré moins 3x. Alors, si je dérive cette jolie chose, je dois vous rappeler que la fonction à l'extérieur, c'est une racine carrée et qu'à l'intérieur, j'ai cette fonction-là. Alors, la dérivée de la fonction rouge, je me la fais à côté. Voilà, c'est très simple. Là, je vous rappelle que la dérivée de la fonction racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et donc là, je me retrouve à faire 1 sur 2 racine carrée de 2. Et je dois répéter du coup la fonction v, donc celle à l'intérieur, x au carré moins 3x. Tout cela, je le multiplie fois la dérivée de la fonction rouge, donc fois 2x moins 3. Parenthèse, ne l'oubliez pas, parce que c'est toute la fonction qui est multipliée. Et donc, quand je fais ce produit, je trouve 2x moins 3, le tout divisé par 2 racine carrée 2, x au carré moins 3x. Est-ce qu'on peut simplifier le 2 ici? Non, absolument pas. Pourquoi vous pensez qu'on peut simplifier le 2? Regardez, le 2, il est juste là, c'est un facteur de x, mais pas de 3. 3, il n'a rien à voir avec le 2. Il ne veut pas être touché du 2.
Ce 2-là, pourtant, c'est un facteur de la racine carrée. Là, il y a un petit fois, vous voyez. Et vous, dans les fractions, vous multipliez seulement quand vous avez un facteur en haut et en bas qui est le même. Là, vous n'avez pas cette situation. Parce que le 2 qui est en haut, il multiplie seulement x. Je pourrais simplifier et éventuellement, si je faisais l'étape d'écrire le numérateur comme 2 fois x moins 3 demi. Alors là, il est un facteur. Là, je peux éventuellement simplifier, mais je n'en vois pas tellement l'intérêt. D'accord? C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez simplifier. Ça, c'est une erreur grave qui revient de lacune du collège. Parce qu'il va falloir que vous fassiez un peu plus d'exercices sur les fractions. Je ne veux plus en voir. Ce n'est pas la première fois que je vous raconte qu'il y a cette erreur. Et je sais, je continuerai de la voir. C'est un truc qui hérite du collège. Et vous savez pourquoi ça vient du collège? Parce que c'est un collège qu'on a introduit là. Non. L'objet le plus infime, vicide et absolument inutile. Ça. Je suis contaminé. Dès que vous arrêtez d'utiliser ça pour les calculs, vous commencez à régresser. Enfin, pas vous, hein, ça. C'est pour ça que, exactement comme pour les vampires, vous prenez un piquet de bois, vous le mettez sur la calculatrice et puis vous frappez fort. D'accord? Moi, je suis pour la destruction totale des calculatrices. Hein. Totale. Vous me comptez dans ce parti-là, hein, vraiment. Mais malheureusement, on est obligé. Donc. Est-ce qu'on est tous d'accord? Pas sur les calculatrices, hein. Est-ce qu'on est tous d'accord sur l'exercice? Jonathan la regarde en disant « Oh non, je vais te perdre !» Alors, vous aviez un exercice à faire pour aujourd'hui et c'était cet exercice, celui-là, n'est-ce pas? Alors, c'est une belle fonction dont il faut faire une étude de fonction. Encore une fois, je vous l'avais dit dans l'intitulé de l'exercice que je vous avais fait copier sur l'agenda. Cependant, il était également possible juste de suivre les questions. Vous allez comprendre qu'en fait, ça vous fait faire quasiment la même chose. Quasiment, parce que là, il y a une question assez... comment dire? Il y a une question un peu, pas piège, mais qui pourrait vous mettre les bâtons dans les roues. Vous avez une fonction, ça c'est sûr, x au carré plus 2x plus 3 divisé par x au carré plus 2. Il va vous demander certaines justifications, d'accord? Il va vous demander de faire des choses à la calculatrice. Et ensuite, c'est cette question-là qui peut être compliquée, c'est de conjecturer la position de C par rapport à la droite D. D, c'est une asymptote. Hein. Donc, il va vous demander de la conjecturer à la calculatrice et ensuite de démontrer cette conjecture. C'est cette étape-là qui est difficile. Et comme ça, c'est une question très classique que j'ai déjà vu être posée au bac, il faut vraiment qu'on le corrige cet exercice-là. Mais encore une fois, je trouve que cet exercice-là, il est plus intéressant si on le fait comme une étude de fonction et qu'après on répond aux questions avec toutes les choses qu'on a déchiffrées. D'accord? Alors du coup ici la fonction, est-ce que vous pouvez la regarder et ne pas me dire que c'est super joli cette fonction? Waouh! Est-ce que vous remarquez quelque chose en regardant la fonction déjà? Essayez de développer le sixième sens. Elohim? Le numérateur, il est plus grand que le dénominateur. Plus grand que tu veux dire quoi par plus grand? Il est supérieur au dénominateur. Ça, c'est à démontrer. Tu sais pas. Parce que si je les compare juste comme ça, il y a x au carré en haut et en bas. Oui. Ensuite, on sait que 3 il est supérieur à 2. C'est vrai. Et en plus, c'est en 2x et 2x, et on verra. Ah oui, mais attention, tu sais que x peut être négatif. Aussi, mais s'il est négatif en haut, il est négatif. Oui, mais en bas, il n'y a pas 2x. Mais il y a x au carré. Oui, mais x au carré deviendra positif, parce qu'il est au carré. Oui, mais je pense que... Non. Et bah du coup, c'est faux. D'accord? Il est vrai que 3 est supérieur à 2, mais regarde, si je prends la valeur moins 1, ça fait 1 plus moins 2. Donc ça fait moins 1 plus 3, ça fait 2. Et ça fait 1 plus 3 plus 2. Donc ça fait 3. Donc c'est 2 sur 3. Tu vois? Ça, c'est plus grand que ça. Donc ça marche pas. Mais par contre, il y a un truc qu'on peut dire en regardant ça, un truc que tu as dit. Ça, c'est forcément positif. Ça, c'est x au carré positif plus 2 positif. Donc le dénominateur, il est positif. Et le numérateur, c'est une fonction de degré
pardon, excusez-moi, un polynôme de degré. Et si c'est un polynôme de degré 2, ça veut dire qu'on peut tout dire sur lui. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, tac, tac, tac. C'était pas ici, c'est ici. Ok. Alors, c'est l'exercice 1, 3, 7. Voilà. Donc, f, c'est x au carré plus 2x plus 3. Le tout divisé par x au carré plus... Merci. Étape numéro 1, le domaine de définition de f. Comme on sait que le seul danger peut venir de là, il faut que j'étudie quand x au carré plus 2 est égal à 0. Mais ça, c'est jamais. Pourquoi jamais? Parce que x au carré est toujours positif et 2 aussi. Oui. Ça fait combien? Du coup, 2 plus 2, ça fait 4. Ok? Donc, et heureusement, le domaine de définition, c'est tout simplement R. Donc, tous les réels, il n'y a aucun problème. 2, c'est l'étude du signe de f, donc la résolution de f de x supérieur ou égal à 0. Alors, x au carré plus 2, c'est déjà supérieur strictement à 0. Ça, c'est vrai pour tout R, pour tout x appartenant à R, excusez-moi. Ensuite, vous avez x au carré plus 2x plus 3, supérieur ou égal à 0. Et bien ça, c'est le moment de sortir vos armes. Car, je vous rappelle, quand vous avez une inéquation de second degré, donc avec un polynôme de second degré, et bien ce qu'il faut faire, c'est commencer par calculer le discriminant. Ici, c'est facile parce que ça fait b au carré, donc 4, moins 4 fois 3 fois 1. Donc, je ne l'écris même pas. Et donc, ça fait moins 8. Or, ça, c'est négatif. Et qu'est-ce que ça veut dire que le discriminant est négatif? Ça veut dire que le polynôme n'a aucune racine. Et si le polynôme n'a aucune racine, ça veut dire que la parabole, elle est soit au-dessus de l'axe des abscisses, soit en dessous. Mais du coup, est-ce que la parabole, elle est heureuse ou triste ici? Alors, pas x est positif, le coefficient de x au carré, donc c'est le coefficient 1 ici, c'est clairement positif. Donc, je dois prendre cette parabole-là. Mais cette parabole-là, elle est donc toujours positive ou toujours négative? Exactement. Donc ici, vous pouvez affirmer tout simplement que ça, c'est vrai. Donc le fait qu'elle soit positive, la fonction, c'est vrai pour tout x appartenant à R grâce à ça. D'accord? À ça et au fait que A est égal à 1. Donc vous voyez, ça aussi, super simple. Donc vous en déduisez quoi? Eh bien, on en déduit que le tableau des signes de la fonction f, eh bien, c'est super simple, parce que de moins l'infini à plus l'infini, vous avez le numérateur. Excusez-moi, je me suis trompé à l'écrire. Le numérateur qui est tout le temps positif. Le dénominateur qui est lui aussi tout le temps positif. Et donc la fonction, elle va être aussi, elle, tout le temps positive. C'est super. D'ailleurs, elle s'annule jamais. La fonction ne s'annule jamais. Information très importante. La fonction, hein, je ne parle pas de numérateur, de dénominateur, toute la fonction, elle ne s'annule jamais. Ça, c'est super important. Elle ne s'annule jamais parce que le numérateur ne s'annule jamais. Et la seule façon d'une fraction pour être nulle, c'est que le numérateur soit nul. Donc là, vraiment, vous ne pouviez pas, mieux tomber. D'accord? Étape number 3. Calculant cette dérivée. Là, je peux comprendre que ça soit un peu plus, ennuyant. Mais ce n'est pas non plus dramatique. Hein. Vous avez quand même deux fonctions qui sont, elles, faciles à dériver. Vous voyez? Parce que quand vous dérivez des polynômes, il n'y a pas de choses bizarres qui peuvent arriver. On a juste à faire la dérivée du numérateur. Donc, c'est 2x plus 2. Que je vais multiplier fois le dénominateur que je vais écrire en vert, qui est donc x au carré plus 2. À ça, je vais soustraire la dérivée du dénominateur, donc c'est 2x, qui va, lui, maintenant multiplier le numérateur,
qui n'a pas été modifié cette fois-ci. 2x plus 3. Voilà. Tout cela, ce sera divisé par la fonction x au carré plus 2, le tout au carré. Et là, c'est juste un calcul, alors un peu long, j'avoue. Hein. Il y a beaucoup de multiplications, mais voilà, c'est juste de la distributivité, donc ce n'est pas non plus impossible. Alors ici, vous avez 2x fois x au carré, ça fait 2x au cube. 2x fois 2, ça fait plus 4x. Puis vous avez plus 2 fois x au carré, donc ça fait 2x au carré. Et ensuite, c'est plus 2 fois 2, donc ça fait plus 4. Tout cela, il y a ici moins 2x fois x au carré, donc ça fait moins 2x au cube. Ensuite, vous avez moins 2x fois 2x, donc ça fait moins 4x au carré. Et enfin, vous avez moins 2x fois 3, donc ça fait moins 6x. Et au dénominateur, je vais laisser exactement ce que j'ai ce que j'avais jusqu'ici, donc x au carré plus 2, le tout au carré. Et au numérateur, je me retrouve à pouvoir faire une simplification importante, donc celle-là. Vous voyez, c'est la même valeur, donc je peux lui dire bye bye. Tout ce qui me reste dans ce numérateur, c'est donc... Alors là, j'ai 4x au carré, là j'ai 2x au carré, excusez-moi, moins 4x au carré. Donc je peux les additionner, ça me fait moins 2x au carré. Ensuite, je vais additionner les termes avec x, donc 4x moins 6x. Donc ça fait moins 2x. Et il me reste un petit plus 4 ici tout seul, que donc je recopie. Est-ce que j'ai fait des erreurs de calcul? Normalement, ça devrait aller. Et au dénominateur, j'ai x au carré plus 2, le tout au carré. Wally walou. OK? Donc voilà, c'est une fonction dérivée. Et je sais que quand je calcule les fonctions dérivées, je veux après en étudier leur signe. C'est l'étape numéro... Exactement. Et dans l'étape numéro 4, je pars avantagé parce que, qu'est-ce que je vois au dénominateur? Quoi? Une fonction qui est élevée au carré, donc positive. En plus, c'est une fonction qui, de base, ne s'annule jamais, donc je n'ai aucun problème là-dessus. La seule chose à étudier, en fait, c'est le numérateur. Donc, je vais essayer de résoudre l'inéquation moins 2x au carré moins 2x plus 4 supérieur ou égal à 0. Et ça, encore une fois, demande un calcul de discriminant. Avec un peu de chance, ce sera négatif lui aussi. Je regarde ça et je vais faire du coup b au carré, donc ça fait moins 2 au carré, moins 4 fois 4 fois moins 2. Ah, ça va être positif ici le discriminant. Donc je trouve 4, moins 2 au carré, et là j'ai moins 4 fois 4, ça fait moins 16, moins 16 fois moins 2, ça fait plus 32. Donc ça fait 36. Ce qui veut dire que j'ai deux racines réelles et distinctes, et ces deux racines-là vont être, alors moins b, donc 2, plus ou moins la racine carrée de 36, divisé par 2 fois a, donc ça fait 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc ça va me donner deux racines, une ici et une ici. La première c'est 2 plus, alors la racine carrée de 36 c'est 6, donc c'est 2 plus 6 divisé par moins 4, donc ça fait 2 plus 6, 8, 8 divisé par moins 4, ça fait moins 2. Et au dénominateur, excusez-moi, et en bas, j'ai 2 moins 6 qui va faire donc moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1. Donc les deux racines, elles sont juste ici. De plus, comment il est le coefficient A dans ce polynôme de degré 2? Il est clairement négatif, donc je peux en déduire que ma parabole, elle va avoir une allure de ce type-là. Autrement dit, moins, plus et moins. D'accord? Donc négatif, positif, négatif. Et donc je vais devoir mettre tout ça dans le tableau que je vais réaliser pour l'étude de la dérivée. Alors, l'étude du signe, hein, bien sûr. Alors du coup, je me fais un peu d'espace. Le numérateur, c'est donc celui que je viens d'écrire, moins 2x au carré, moins 2x plus 4.
Et ce dénominateur-là, il va donc changer de signe 2 fois, en moins 2 et 1. D'accord? Et ça va être du coup négatif, positif, négatif. Le dénominateur, je vais l'écrire, mais je sais que ça ne va rien changer parce qu'il est tout le temps positif. Il va être du coup plus, plus, plus. Vous voyez, ça ne change rien. Et une fois que j'ai ces deux-là, je peux étudier du coup le signe de f' et dire que ce signe-là, du coup, il va faire la chose suivante. Ça va être négatif, positif et un nouveau négatif. Ce qui s'est traduit sur les variations de f par le fait que la fonction va être d'abord décroissante, puis croissante, puis à nouveau décroissante. De plus, je peux calculer les valeurs de la fonction à moins 2 et 1 pour obtenir les valeurs atteintes dans ces deux points qui vont être des points de maximum et minimum locaux. Vous le voyez. Le point pour x égale à moins 2 va être un point de 2. Les points qui ont abscisse x égale à moins 2, x égale à 1 vont être des points de maximum et des minimums. Est-ce que vous voyez pour quelle raison? C'est quoi un point de maximum et un point de minimum? Le cours de seconde que vous avez oublié. C'est quoi un maximum et un minimum en français? Le minimum? À votre avis, juste regardez les flèches, comment elles sont mises. Où est-ce que c'est le point de minimum entre x égale à moins 2 et x égale à 1? Clairement à moins 2. Et le point de maximum, c'est là où il y a 1. Alors, moi, j'ai parlé bien de minimum et maximum locaux. Parce que c'est sûr que là où il y a x égale à moins 2 et là où il y a x égale à 1, il y aura des, entre guillemets, bosses. Des choses faites soit comme ça, soit comme ça. Après, je ne sais pas si c'est les vrais points de maximum et minimum pour toute la fonction. Mais ce qui est sûr déjà, c'est que ce sera des points des minimums et des maximums locaux. Cours de seconde. Alors, calculons du coup l'image de moins 2 et de 1. F de moins 2, ça va être du coup, alors, c'est f, hein, pas f'. Du coup, je dois reprendre l'expression de f, qui était, alors c'était x au carré, plus 2x, je crois, plus 3. Le tout divisé par x au carré plus 2, si je me rappelle bien. Ce calcul-là me donne moins 2 au carré, ça fait 4. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et là, j'ai plus 3. Et au dénominateur, j'ai moins 2 au carré, ça fait 2. Moins 2 au carré, ça fait 4, pardon. Et là, j'ai 4 plus 2. Du coup, ça fait 6. Donc, ça, c'est 3 sur 6. Ça fait 0,5. Ça, c'est le... Attention, c'est donc un point de minimum local. Peut-être de minimum global. Je sais pas. Ensuite, j'ai f de 1. Ça, c'est du coup 1 au carré plus 2 fois 1 plus 3. Le tout divisé par 1 au carré plus 2. C'est encore plus simple, ça fait 1 plus 2 plus 3. Donc, ça va faire 6 divisé par 3. Donc, ça fait 2. OK? Super. Il ne me reste plus que calculer les limites. Donc, c'est l'étape numéro 5. Et ensuite, on aura terminé, je vous rappelle. Hein. Enfin, il y aura juste l'allure à tracer, mais ça va être simple. Étape numéro 5, c'est les limites aux bornes du domaine de définition. Et d'ailleurs, ça doit me permettre de remplir les deux valeurs qui restent ici vides. Une ici et une ici, n'est-ce pas? Donc, c'est les valeurs... En fait, c'est juste deux limites. Ça va, c'est pas trop long. Et c'est en plus des limites faciles parce que c'est les limites pour x qui tend vers plus et moins l'infini. D'abord, plus l'infini, x au carré plus 2x plus 3 divisé par x au carré plus 2. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est une limite pour x qui tend vers plus l'infini, donc c'est en gros l'infini plus 2 fois l'infini plus 3 divisé par l'infini plus 2. Clairement, c'est l'infini sur l'infini. Quand vous avez une forme indéterminée du type infini sur l'infini, très souvent, il faut juste faire la factorisation par le terme de degré le plus élevé. Ce qui ici correspond à faire la limite pour x qui tend vers plus l'infini de... Alors au numérateur, ça me donne x au carré, mis un facteur commun, 2 du coup. Il me reste x au carré divisé par x au carré plus
2x divisé par x au carré, parce que c'est x au carré que j'ai fait sortir, plus 3 divisé par x au carré. Le tout divisé par, même mise en facteur commun, x au carré. Et là, il me reste x au carré sur x au carré plus 2 sur x au carré. Oui, mais je suis en train de faire toutes les étapes pour que ce soit clair pour tout le monde. Égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini, 2. Ici, je peux déjà faire disparaître ce x au carré avec ce x au carré. Et donc, ce qui me reste dans les deux parenthèses, en haut et en bas, c'est, alors, x au carré sur x au carré, ça fait 1 plus. Là, vous avez x, et là, vous avez x au carré. Donc, je peux simplifier 1x, exactement, Elohim, ça fait 2 sur x, plus, là, je ne peux rien toucher, ça fait 3 sur x au carré. Le tout divisé par... Au dénominateur, j'ai 1 plus 2 sur x au carré. C'est encore plus simple. Alors, quand x tend vers plus l'infini, je trouve très facilement 1 sur 1, parce que tout le reste, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 1. Et ici, vous pouvez conclure grâce au théorème sur les opérations avec les limites au théorème pluriel parce qu'il y en a plusieurs techniquement. Donc ça tend vers 1 et j'ai gagne quelque chose parce qu'à partir de là, je peux aussi dire que la limite pour x qui tend vers moins l'infini, bah la fonction, quand j'ai factorisé, c'est toujours la même fonction, donc je peux reprendre directement cette expression-là de la fonction, ça va me faire gagner du temps, et je vais dire que c'est donc toujours la limite pour x qui tend vers moins l'infini de 1 plus 2 sur x plus 3 sur x au carré, le tout divisé par 1 plus 2x au carré. Et si je fais cette opération, bah, il me reste exactement la même chose. Ça fait toujours 1 sur 1. Ça fait toujours 1. Donc, les deux limites pour x qui tend vers plus et moins l'infini sont la même en fait. Et évidemment, cette phrase s'applique aussi ici. Donc voilà, c'est pas une étape de calcul des limites trop longue non plus. Mais par contre, ça nous aide énormément au niveau du tableau des variations. Et j'aimerais du coup vous montrer pour quelles raisons je peux affirmer cela. Vous avez copié ça? Comme ça fait 1 et 1, dans le tableau des variations, je peux aller écrire 1 et 1. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça? Ça veut dire que maintenant, je peux déterminer le maximum et minimum globaux, c'est-à-dire pour tout l'ensemble de la fonction. Et regardez un peu ce que nous avons ici. Nous avons une belle fonction qui commence sa vie avec une asymptote horizontale, excusez-moi, je suis du mauvais côté, qui commence sa vie à moins l'infini avec une belle asymptote horizontale 1. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à être très proche de 1 et ensuite elle descend, elle est décroissante jusqu'à la valeur 0,5. Elle n'est pas si décroissante que ça finalement. 0,5 par rapport à 1, voilà, c'est pas beaucoup, mais quand même, elle décroît, elle arrive à atteindre 0,5, valeur de minimum, pas simplement locale mais globale, parce qu'après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va croître jusqu'à 2, valeur de maximum global, et ensuite elle redescend jusqu'à 1. Donc, elle ne va plus jamais redescendre jusqu'à 0,5. Ça nous dit beaucoup sur la fonction. C'est une fonction très intéressante parce que, vous voyez, son écart maximal, minimum, maximum, c'est de 1,5. C'est pas beaucoup. Mais, tout ça, ça s'étend sur toutes les valeurs de x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, c'est le moment d'en donner une représentation graphique. Je vais évidemment me servir de ça. Super important parce que ça résume tout ce que je sais pour le moment sur ma belle fonction. D'accord? Je vous rappelle que ça c'était pour... Ça c'était pour moins l'infini, ça c'était pour moins 2, ça c'était pour 1 et ça c'était pour plus l'infini. Donc ça veut dire qu'en gardant ça en tête, je peux tracer un truc qui ressemblera à ça. Ok? Ça va être l'axe des abscisses. Je sais qu'il y aura une asymptote importante ici, donc je vais me la faire en rouge pour ne pas l'oublier. C'est l'asymptote à la hauteur 1. Donc ça, c'est la droite y égale à 1.
Ensuite, je sais que la fonction va arriver jusqu'à la hauteur 2 maximale. Et ça va être atteint pour x égale à 2. Non, x égale à 1, excusez-moi. Donc, ça va valoir... Elle va passer par ce point-là, vous voyez, la fonction. Donc, c'est le point 1, 2. Et ensuite, elle va être 0,5 pour x égale à moins 2. Moins 2. Et 0,5 qui se trouve là. Donc, c'est ici. Ça, c'est le point de minimum. Ça, c'est le point de maximum. OK? Et donc, quand je trace la fonction elle-même, elle doit faire quelque chose de ce type-là. Elle va descendre, donc, à partir de la... Je vous rappelle qu'elle ne va jamais dépasser la barre de y égale à 1, parce que son point de vous voyez qu'elle descend de 1 jusqu'à 0,5. Donc, ça doit faire un truc comme ça. Très, très, très proche de 1. Et ensuite, à un moment donné, elle commence à descendre jusqu'à toucher le minimum. Ensuite, elle doit être croissante jusqu'au point de maximum. Et là, il y a à nouveau une inversion. Elle redescend et elle ne va jamais toucher 1 parce que c'est l'asymptote. Encore une fois, ce qu'on voit dans cette représentation graphique, c'est cette allure décroissante, croissante et décroissante. Moi, la chose que je ne sais pas, c'est où est-ce que se situe ce point-là, vous voyez, où la fonction passe de être inférieure à 1 à être supérieure à 1. Inévitablement, ce point-là doit exister quelque part entre moins 2 et 1, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Je sais que ça existe, mais je ne sais pas où il est. D'accord? Et maintenant qu'on a fait toute l'étude de fonctions, on peut répondre aux questions qui nous avaient été posées. D'accord? Alors, si vous êtes en train de suivre cet exercice et de se dire « Oh là là, c'est tellement compliqué », c'est parce que vous ne l'avez pas essayé tout seul à la maison. Croyez-moi, ce n'était pas si dur que ça. Surtout cette partie-là. On n'a pas fait de dérivés impossibles. Il y avait quelques petits calculs, mais en fait, ce qu'on a dû utiliser très souvent, c'était toutes les notions que vous aviez révisées sur les polynômes de degré. Parce que les polynômes de degré 2 sont toujours très, très, très utilisés. Elles sortent comme les champignons après la pluie dans un bois. D'accord? Pour terminer, du coup, allons relire un instant le texte de l'exercice qui demandait. Alors, justifier que la courbe C admet une asymptote D parallèle à l'axe des abscisses. Easy. Ça, on l'a fait avec les limites. Et c'est l'abscisse Y égale à 1. Excusez-moi, je vous le note juste. C'est Y égale à 1. Avec la calculatrice, c'est présenter C et D et conjecturer la position de C par rapport à D. Alors, on n'a pas eu besoin de la calculatrice. Donc, on va juste conjecturer la position de C par rapport à D. D, c'est ça. Hein. Donc, ça veut dire que ici, moi, je l'ai juste appelé asymptote, mais la courbe rouge, c'est la courbe que l'exercice va appeler D. Et la courbe noire, c'est la courbe que l'exercice appelle C. Donc, la courbe représentative. Et nous, qu'est-ce qu'on a déduit avec ce graphique? Eh bien, on a déduit que, très, très, très probablement, la fonction, elle se trouve, donc, C, ça je le fais entre guillemets, hein, parce que c'est pas exactement correct, mais je vois que C est inférieur à la courbe D, donc à la droite, jusqu'à une certaine valeur mystérieuse, x égale à, je ne sais pas combien ça vaut, probablement c'est une valeur que je peux appeler par exemple, je ne sais pas, alpha, mais je sais que alpha, il va être sûrement entre moins 2 et 1. Vous le voyez, c'est cette valeur-là dont je parle, c'est ça ma valeur alpha. Alors ici, ça vaut moins 1, mais je ne sais pas si elle vaut moins 1 ou peut-être une autre valeur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis certain que la courbe elle va être inférieure à D, donc inférieure à son asymptote, dans toute cette partie-là, vous voyez? Dans toute cette partie-là, clairement, la courbe, elle se trouve en dessous. En dessous de 1. Et ensuite, il y a ce dépassement de la barrière, entre guillemets, de l'asymptote. Et donc là, je peux dire que la courbe, elle va être supérieure à l'asymptote D. D'accord? À partir
de x égale à cette valeur alpha. Là, ça reste toujours supérieur. OK? À partir de cette valeur-là. Cette valeur-là, elle va être de combien? Alors ça, malheureusement, je ne sais pas. Et c'est là où éventuellement, vous pouvez vous permettre d'utiliser une calculatrice. Alors, pour me mettre dans votre même condition, je vais essayer de faire... Pardon, pas ça, ça et ça. Je vais essayer de le faire. Du coup, menu, je vais sur graphe. Je vais écrire du coup ma belle fonction. Comme je sais qu'il y a un dénominateur, je commence par écrire une parenthèse. C'est x au carré plus 2x plus 3 divisé par... Et là, je fais un dénominateur. C'est le dénominateur x au carré plus 2. Je ferme la parenthèse. Et je vais voir le dessin. Déjà, ça confirme ce que moi j'avais tracé. Mais est-ce que ça suffit? Alors non, il me faudrait aussi avoir l'asymptote. L'asymptote c'est y égale à 1. Là vous avez donc à écrire juste 1. Et maintenant, on a aussi l'asymptote. Maintenant on va zoomer pour voir quelle est cette valeur où il y a le changement de côté. Vous voyez, où la fonction elle dépasse la valeur 1. Alors du coup, pour aller vite, je vais faire un zoom box. Vous savez ce que c'est le box? Je vous l'avais raconté déjà. Je vais dessiner un petit rectangle autour de la zone qui m'intéresse en fait. Juste là. D'accord? Et là, je vais faire trace pour pouvoir parcourir le graphique. Et vous voyez, quand j'atteins cette valeur-là, je suis à moins 0,5 à peu près, moins 0,48. Et la valeur de y, c'est juste un peu plus que 1. Vous le lisez ou pas? Ok. Mais très précisément, je vois que quand x est égal à moins 0,5, la valeur de y est très exactement égale à 1. Donc en fait, dans mon graphique, c'était vraiment correct. C'est-à-dire que alpha, très probablement, très probablement, grâce à la calculatrice, je peux conjecturer que alpha est égal à 0,5. Pardon, avec un moins devant. Hein. Ça, c'est une conjecture, parce que je ne l'ai pas démontré. Je vais juste regarder la calculatrice. Et l'exercice, il voulait que je fasse quoi? Alors, je le récupère un instant. Regardez, il demande de conjecturer la position de C par rapport à D. C'est fait. Et après, il dit démontrer cette conjecture. Le reste, on l'a déjà fait. Calculer F' et dresser le tableau des variations de F sur R, c'est fait. Mais la chose qui nous intéresse maintenant, c'est de démontrer cette conjecture. Comment vous pouvez faire pour démontrer cette conjecture? D'accord? Donc la conjecture, c'est que à partir de alpha égale à 0,5, donc de cette valeur-là des abscisses, la fonction va dépasser son asymptote. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour le démontrer? Moi, je veux pas de conjecture, je veux des preuves. Siba? On fait f de moins 0,5. Alors, on peut faire ça, effectivement, absolument. Mais imagine qu'on n'avait pas utilisé la calculatrice, comment on pourrait faire autrement? Mais c'est une très bonne idée. Hein. Juste, je vais le noter parce que sinon, je vais l'oublier. Faire le test, c'est une super idée. Alors, pour trouver la conjecture, première chose à faire, test. Je prends x égale à moins 0,5 dans du coup la fonction f. D'accord? Et je vois ce qui se passe. Est-ce que vous avez d'autres idées? Oui? On résume l'équation quand la fonction est égale à 1. Très bien. Ça va te donner quand est-ce qu'elle va être exactement égale à 1. D'accord? Mais elle ne va pas te dire quand est-ce que la fonction va être au-dessus ou en dessous de 1. Donc, la chose qui va te répondre à toutes les questions posées jusqu'ici, c'est de résoudre ça.
vous allez voir en fait que quand je vais résoudre f de x supérieur ou égal à 1, je vais en même temps trouver la solution de l'équation que tu m'as suggérée, et c'est une super idée. Hein. Vous allez voir que je vais trouver moins 0,5, ce qu'on n'aurait pas pu trouver si on n'avait pas eu la calculatrice. Alors, l'exercice était guidé, donc si bas, ta technique aurait marché. C'est juste que cette typologie d'exercice, où il faut comparer une fonction avec son asymptote, est un peu classique, et j'aimerais vous montrer un exemple, donc avec la technique générale qui est celle de faire cette inéquation. Vous commencez par résoudre du coup cette inéquation-là, s'il vous plaît. Ok? Je vous laisse 5 minutes, pas plus. Vous savez quelle est la fonction, donc juste vous résolvez cette inéquation. Je suis curieux de voir si vous êtes capable de la résoudre. Alors, quand vous avez une inéquation de ce type-là, je vous montre deux résolutions. Celle qui est la plus simple et celle qui marche à tous les coups. La plus simple, alors déjà, faisons une petite remarque. C'est quoi cette inéquation? C'est une inéquation du type suivant. C'est une inéquation de la forme. Vous avez une fraction, vous voulez savoir quand est-ce que cette fraction elle est supérieure ou égale à une valeur fixe. On va l'appeler C. D'accord? Donc, n'oubliez pas que c'est ce type de problème-là que vous avez sous la main. La résolution 1, c'est la plus facile, c'est celle de se dire, ok, bah moi je remarque que x au carré plus 2, il est tout le temps strictement positif. Je vous rappelle que ça, on l'a dit depuis le début. Donc, je peux multiplier à gauche et à droite par x au carré plus 2. Si vous n'avez pas mis cette phrase, vous ne pouvez pas être sûr de pouvoir multiplier comme ça gratuitement. Parce que si c'est négatif, le dénominateur, il va falloir changer le sens de l'inégalité, comme dans toutes les inéquations. C'est pour ça qu'il faut faire attention et mettre cette phrase. Mais comme ici, x au carré plus 2 est tout le temps positif, alors on peut le faire à coût absolument 0. Et donc ça va nous donner x au carré plus 2x plus 3 supérieur ou égal à x au carré plus 2. Parce que du coup, x au carré plus 2 fois 1, bah, ça donne ça. Et une fois que j'ai ça, bah, du coup, tout devient très facile. Il suffit juste de tout porter du même côté. Et ça fait x au carré plus 2x plus 3 moins x au carré, parce que c'est ce x au carré là qui passe de l'autre côté. Et le plus 2 qui passe de l'autre côté, ça deviendra du coup moins 2. Le tout supérieur ou égal à 0. Ça fait donc x au carré moins x au carré, donc il reste 0. 2x, il reste 2x. Et plus 3 moins 2, ça fait plus 1. Tout cela supérieur ou égal à 0. Donc l'inéquation est devenue une inéquation de premier degré. Donc c'est résoluble de façon très simple. Et ça donne du coup 2x supérieur ou égal à moins 1. Et enfin, x supérieur ou égal à moins 1,5. Autrement dit, x supérieur ou égal à moins 0,5. Voici le moins 0,5 qu'on cherchait au début. Et je vous fais remarquer que toutes ces étapes sont des si et seulement si, si et seulement si, si et seulement si, si et seulement si, si et seulement si. Et si et seulement si. Voilà. Donc, interprétons ça rapidement. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que l'inéquation qui était marquée tout en haut, donc celle-là, elle est équivalente à x supérieur ou égal à moins 0,5. Donc, l'interprétation nous dit que f de x va être supérieur ou égal à 1 dès que x est supérieur ou égal à moins 0,5. Alors ça, c'est exactement ce qu'on avait dans notre tableau. C'est-à-dire qu'effectivement, la partie violette de la fonction, f de x, donc est supérieure ou égale à 1, à partir de... Alors, x égale à moins 0,5, elle est là. Donc je vais faire une petite modification quand même. Ça va être un truc plus ou moins comme ça. D'accord ? Comme ça, maintenant, je suis parfaitement en accord avec la description qui m'est donnée par cette inéquation. Et ensuite, je réponds avec ma petite couleur. D'accord ? Là, donc, c'est là la petite valeur, le moins 0,5. Et donc, ça, c'est la partie où x est supérieur ou égal à moins 0,5. Ça, c'est la partie où x est inférieur à moins 0,5. Et donc, le dépassement de la valeur y égale à 1, ça se fait dans ce point magique qui est donc moins 0,5. Donc là, je peux retirer la conjecture.
c'est vraiment alpha égale à moins 0,5. Mais ça, c'était donc la résolution numéro 1, qui est la résolution la plus facile. Pourquoi je vous ai dit que ça, c'était la plus facile? Parce que ici, nous avons pu la faire seulement grâce au fait que j'ai remarqué cette chose. Mais si je ne l'avais pas remarqué, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Imaginez que ce n'était pas x au carré plus 2, mais c'était x plus 2. Avec x au carré plus 2... Ah, pardon, Jonathan. Je t'ai pas fermé la fenêtre. Si je n'avais pas remarqué que x au carré plus 2 est tout le temps positif, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Alors, la technique qui marche à tous les coups, c'est légèrement plus long, je vous l'accorde, mais pas tellement. La technique qui marche à tous les coups, c'est la technique suivante. C'est donc celle qui marche toujours. Et moi, j'aime bien les choses qui marchent à tous les coups. Donc, c'était x au carré plus... C'était 2x, pas 3x, plus 3. Le tout divisé par x au carré plus 2, supérieur ou égal à 1. Eh bien, à la place de faire tout de suite une multiplication, vous allez tout simplement faire... Vous prenez 1 et vous le passez de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous faites le dénominateur commun. Et vous dites que ça, du coup, ça fait x au carré plus 2 au dénominateur. Et du coup, comme à côté, j'avais moins 1, et ben, du coup, je vais dire, ça, c'est du coup moins fois x au carré plus 2. Et là, heureusement, tout va se simplifier, comme dans l'autre résolution, parce que je vais faire TSV x au carré plus 2x plus 3 moins x au carré moins 2. Le tout divisé par x au carré plus 2. Et ça, c'est exactement le même calcul que j'ai fait auparavant, juste j'ai un dénominateur en plus. Et là, je peux faire x au carré qui disparaît avec moins x au carré. 2x qui va rester. « 3 moins 2, ça fait plus 1, divisé par x au carré plus 2, supérieur ou égal à 0. » Et une fois que vous êtes arrivé ici, en fait, vous avez gagné parce que, regardez, vous avez obtenu quoi finalement? Vous avez 2x plus 1 au numérateur et au dénominateur, vous avez x au carré plus 2. Et vous savez qu'une fraction, elle est supérieure ou égale à 0 si et seulement si bah, vous faites son tableau des signes et vous trouvez l'endroit où elle est positive. Et donc, quelle est l'étude des signes ici? Bah, ça vous donne qu'il faut étudier où est-ce que 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est vrai si et seulement si 2x est supérieur ou égal à moins 1, si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 1 demi, qui est donc la solution que nous avons déjà trouvée, je vous rappelle. Ici, on est juste en train de la retrouver différemment. Et ensuite, évidemment, x au carré plus 2, il est strictement supérieur à 0. Pour tout x appartenant à R, donc je n'ai pas à rajouter grand-chose. Et du coup, j'ai pu en déduire que dans le tableau des signes de cette expression-là, j'aurai 2x plus 1 qui va être négatif ici, positif ici, et nul en moins 0,5. Et x au carré plus 2, il est positif, positif. Donc la fraction en entier, elle va être négative et positive à partir de moins 0,5. Et je retrouve donc ce que j'avais déjà déterminé auparavant. Alors, je reconnais, oui, c'est un peu plus long. Mais pourquoi ça marche à tous les coups? Parce qu'à aucun moment, j'ai dû multiplier fois le fameux dénominateur. Alors, vous vous dites, oui, mais pourquoi on s'est compliqué autant la vie? Eh bien, imaginez qu'à la place d'avoir la fraction que nous, on avait, qui était si jolie et si belle, imaginez qu'on avait eu, à la place que le dénominateur x au carré plus 2, imaginez d'avoir eu x plus 2. Si ça avait été x plus 2, bah, le signe n'est pas forcément positif, parce que x plus 2, ça peut valoir une valeur positive, mais aussi une valeur négative. Si x est égal à moins 4, ça fait moins 4 plus 2, bah, ça fait moins 2.
Donc, vous avez un dénominateur qui pourrait être négatif. Et si ça peut être négatif, c'est que la solution de l'équation va changer. Et pour en tenir compte, il faut éviter de multiplier à gauche et à droite par x plus 2. Encore une fois, dénominateur fictif, ce n'est pas ce cas-là, mais c'est juste pour vous dire que pour se protéger de cette possibilité-là, il va falloir faire ce type de travail. Donc, la clé, c'est de tout mettre du même côté dès le départ avec ce petit passage-là, où le terme avec lequel vous comparez, en général, ce sera une constante, vous le passez de l'autre côté. Je vous raconte cet exercice parce que c'est un exercice classique. Je suis en train de attendre, je pense comme vous, le fameux sujet 0 du baccalauréat de mathématiques. Dans cet exercice, vous voyez le 137, ils vous font petit à petit arriver à cette fameuse constante qui est y égale à 1. Et donc, d'abord, ils vous font conjecturer la position de C par rapport à D. Ça, c'est facile, vous pouvez le faire juste à la calculatrice. Ok? Vous voyez, il n'y a pas vraiment grande chose à maîtriser. Et il y a juste une seule question qui est celle-là. Pardon, qui est celle-là, où il demande de démontrer la conjecture. Donc voilà, c'est juste une seule question sur une longue liste. C'est juste ici qu'il y a cette difficulté. Le reste, c'est plus classique. Mais ça, c'est vraiment un exercice de difficulté classique du bac. La contrainte temporelle m'impose de vous arrêter, malheureusement. Ça fait presque 15 minutes que vous travaillez. D'accord? C'est beaucoup. Okay. Donc, vous pourrez faire le bilan des choses que vous avez commencé à maîtriser et ceux qui vous manquent encore. Pour l'ensemble des définitions, ça doit devenir, excusez-moi, un automatisme. C'est-à-dire que 1 déterminé df, rappelez-vous toujours, il y a seulement deux possibilités. La première, c'est que vous avez un truc au numérateur, je ne sais pas, quelque chose, et vous avez un dénominateur, et donc vous devez vous assurer que le dénominateur, il ne soit pas égal à 0. D'accord? Lui, il doit être différent que 0. Ici, vous avez x au carré moins 1 sur x. Donc, clairement, le dénominateur, c'est juste cette partie-là. Et donc, vous allez juste résoudre l'équation x égale à 0. C'est-à-dire le dénominateur égale à 0. Alors ici, l'équation, elle est auto-évidente. Vous la lisez tout de suite. Le résultat, c'est x égale à 0. Donc, il faut exclure cette valeur. Autrement dit, je vais écrire que l'ensemble de définition df, excusez-moi, ça va être égal à moins l'infini 0, exclusion, réuni avec exclusion, 0 plus l'infini. Ce qui va m'anticiper qu'il y aura 4 limites à étudier, 1, 2, 3 et 4. Deuxième question, calculer sa dérivée et déterminer les variations. Ok, ici on est en train de sauter l'étape du signe de la fonction. C'est pas grave pour le moment, éventuellement on y reviendra plus tard. D'accord? Encore une fois, ici, j'essaie de raccourcir l'étude des fonctions en vous faisant sauter une étape, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est d'arriver à la fin avec l'équation de la droite tangente. On va regarder du coup sa dérivée. Oups, là j'ai un 4 comme ça qui traîne. Donc c'était x au carré moins 1 sur x, le tout dérivé. Formule de dérivation, c'est la dérivée du numérateur, donc x au carré moins 1 dérivé, fois la deuxième fonction non dérivée, à laquelle je soustrais la deuxième fonction dérivée cette fois-ci, je vous marque juste le dérivé, vous voyez, fois la première fonction, donc le numérateur non dérivé. Tout cela divisé par le dénominateur au carré. Ici c'est simple, c'est juste x au carré. J'effectue les calculs, du coup, ça fait 2x fois x moins 1 fois x au carré moins 1, toujours dans sa petite parenthèse, ne l'oubliez pas, sinon ça va vous faire une erreur de calcul. Égal. Alors c'est 2x fois x, ça fait 2x au carré, moins, alors ça c'est moins 1 fois x au carré, donc ça fait moins x au carré, et moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Attention, on ne pas se tromper là-dessus. Divisé par x au carré. Super. J'en déduis que ça fait, alors 2x au carré moins x au carré, ça fait x au carré, plus 1, le tout divisé par x au carré.
Ça, c'est l'expression de la dérivée. Une question? On peut simplifier au carré. C'est-à-dire, pour obtenir quoi? Ça voudrait dire que quand tu as 2 plus 1 divisé par 2, tu simplifies ça. D'accord? Et si tu simplifies ça, il devrait te rester quoi ici? 1 sur 1? Je sais pas. Mais dans tous les cas, ça te donne quelque chose de faux parce que regarde, 2 plus 1 divisé par 2, ça fait 3 demi. D'accord? Toi, tu m'as dit que tu voulais simplifier comme ça, je crois. Est-ce que 3 demi est égal à 1 demi? Nope. Alors, encore une fois, il y a une seule règle sur la simplification des fractions. Une seule. C'est que vous pouvez simplifier les facteurs qui sont en commun en haut et en bas. Par exemple, ici, il y a le facteur A que vous pouvez simplifier. Ce sont les facteurs. Ici, vous avez une somme, c'est une addition. C'est le truc que quand vous prenez deux ensemble et vous les mettez ensemble. Voilà. L'addition. Vous savez ce que c'est l'addition? Ce n'est pas une multiplication, c'est une addition. Donc, il ne faut pas se tromper. Si ici, on avait eu un fois, ça aurait été une autre histoire. Là, vous aurez pu simplifier. Mais c'est un plus. Par contre, la chose que tu peux faire, si tu veux réécrire ça différemment, c'est de se dire, OK, comme j'ai un seul dénominateur et deux choses additionnées au numérateur, alors tu peux décider de faire ça. Ça, c'est possible. Mais c'est une autre chose. Ce n'est pas une simplification, c'est une réécriture. Là, je suis en train de réécrire la même chose autrement. Mais je n'ai simplifié rien. Par contre, si je fais ça, là, je remarque que, bon, comme j'ai même numérateur et dénominateur, ça va valoir en fait 1 plus 1 sur x au carré. Mais est-ce que j'ai vraiment intérêt à faire ça? Pas forcément. Pas forcément. C'est une réécriture intéressante, mais je n'ai pas forcément le besoin. D'autres questions? J'avais vu Elohim, hein? Non? Alors, cette dérivée-là, maintenant, on veut évidemment étudier son signe. Donc, résoudre x au carré plus 1 divisé par x au carré supérieur ou égal à 0. Pardon. Ça arrive. Hein. Donc, je veux résoudre supérieur ou égal à 0. Et donc, je vais étudier le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, c'est x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Mais en fait, je me rends compte que ça, c'est toujours vrai pour tout x appartenant à df, n'est-ce pas? C'est 1 carré plus 1, donc c'est toujours positif. Et le dénominateur, c'est x au carré supérieur à 0. Et ça aussi, c'est toujours vrai pour tout x appartenant à df. Morale de l'histoire, le tableau des variations, ça va être particulièrement simple parce que c'est obtenu avec une dérivée qui a donc un numérateur et un dénominateur qui sont tout le temps positifs. Donc, ça, je ne pouvais pas mieux tomber. Donc, j'ai x au carré plus 1. Et bien, ça, c'est plus et plus. Ça, c'est la valeur interdite. Ne l'oubliez pas, c'est 0. Puis, vous avez x au carré. Lui, c'est aussi plus et plus. Et vous avez donc la dérivée f'. Elle aussi, ça va être plus et plus. J'en déduis les variations de f, toujours avec la valeur interdite. Donc, ça va être croissante et croissante. Et évidemment, il me manque des valeurs à calculer. Ce sont les valeurs correspondantes aux limites. Voilà. OK? Donc, là, je dois m'occuper des limites. Et heureusement, ce n'est pas une fonction trop compliquée. C'était la fonction... j'ai déjà oublié. C'est x au carré moins 1 divisé par x. Voilà. Donc, c'est la limite de x au carré moins 1 divisé par x pour x qui tend vers plus l'infini. Alors ici, comme il me reste très peu de temps que je dois vous rendre les copies de votre contrôle, je vais un peu accélérer, d'accord? Mais c'est la même technique que la dernière fois. Ici, comme c'est infini sur l'infini comme forme indéterminée, je vais simplifier
je vais mettre un facteur commun, excusez-moi, x au carré au numérateur, ce qui va me donner ça. Et au dénominateur, je vais mettre un facteur commun juste x. Alors, quand je simplifie x au carré avec x, du coup, tout ce qui me reste finalement, c'est la limite pour x qui tend vers plus l'infini. Et vous voyez bien qu'au dénominateur, il ne me reste plus rien. J'ai plus que dalle. Je n'ai plus rien. J'ai 1, mais 1, ça disparaît. Donc ça, c'est x fois 1 moins 1 sur x au carré. Et ça va faire du coup plus l'infini fois 1. Donc ça tend vers plus l'infini. Quand vous faites la même chose pour x qui tend vers moins l'infini, déjà je reprends l'expression de la fonction telle que je l'avais écrite ici. Et je retrouve x fois 1 moins 1 sur x au carré. Donc j'ai moins l'infini fois 1, donc ça fait moins l'infini. Ok? Ça veut donc dire que là je vais mettre moins l'infini, ce qui est cohérent parce que du coup après ça va monter à partir de moins l'infini. Et là j'ai plus l'infini, ce qui est cohérent parce que du coup ça va monter vers plus l'infini. Il me manque juste les valeurs des limites 1, 0 de gauche et de droite. Ça veut dire que je fais... Oups, pardon. Ça veut dire que je fais la limite pour x qui tend vers 0. Alors je fais d'abord la version de gauche, donc x est inférieur à 0. Et la fonction c'est toujours x au carré moins 1 divisé par x. Alors ici, c'est plutôt simple effectivement parce que au numérateur, vous avez moins 1 qui est négatif. Au dénominateur, vous avez 0, clairement, parce que x tend vers 0 et c'est juste x. Mais x, il est inférieur à 0. Donc ça, c'est un 0, mais c'est un 0 négatif, vous voyez bien. Et donc ça va te faire moins 1 divisé par 0, ça fait l'infini. Mais comme c'est négatif et négatif, ça fait plus l'infini. Ce qui est logique, encore une fois. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction doit être croissante. Et donc, ça ne peut pas être croissante de moins l'infini vers moins l'infini. Ça doit forcément ici être plus l'infini. Entre les deux, c'est obligé. Et l'autre, du coup, c'est la limite pour x qui tend vers 0, x étant supérieur à 0 de la même chose. Et là, encore une fois, vous avez au numérateur toujours moins 1. Et au dénominateur, par contre, c'est 0 plus, parce que cette fois-ci, x est positif, clairement. Et donc, ça va faire moins l'infini, que je recopie aussi ici. J'ai donc terminé mon tableau des variations. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Ceux qui l'ont trouvé, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Une personne? Troisième question. Est-ce que W admet des asymptotes verticales ou horizontales? Qu'en pensez-vous? Maintenant que vous avez toutes les limites, est-ce qu'on a des asymptotes horizontales? Si vous pensez que c'est oui, levez la main. Dans 3, 2, 1. Il n'y a pas d'asymptote horizontale, effectivement. Je vous rappelle, asymptote horizontale, c'est quand vous avez que la limite... C'est quand vous avez qu'une limite pour x qui tend vers soit plus, soit moins l'infini d'une fonction est égale à une valeur finie. Ça, c'est la limite qui vous donne une asymptote horizontale. Les asymptotes verticales, ce sont exactement l'opposé. C'est quand vous avez x qui tend vers une valeur finie, par exemple la valeur que je vais appeler a, pourquoi pas, de f de x, et que le résultat, c'est plus ou moins l'infini. De ça, vous avez un exemple juste ici et ici, et c'est pour la même valeur, c'est pour la valeur x égale à 0. Donc, l'asymptote verticale que vous avez, c'est l'asymptote x égale à 0. Ça, c'est son équation. Dernière question, qui était, je pense, assez facile tout de même. Déterminer l'équation de la droite tangente W en son point d'abscisse 1. Cette formule pourra vous aider. Quoi faire de plus? Vous avez la formule à appliquer. Parce qu'en fait, ça, c'est la formule de l'équation, donc, de la droite tangente à la fonction f, et, excusez-moi, W. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai jamais appelé W, je l'ai toujours appelé f, excusez-moi, mais c'était W depuis le début, pardon. Donc, l'équation de la droite tangente, je vous rappelle, c'est en général la formule y égale f' du point qui vous intéresse fois x moins a plus f de a.
Ça, c'est la formule générale. Ici, je l'ai appliqué du coup à W. Et c'est le point d'abscisse 1 qui m'intéresse. Donc, je vais faire Y égale W' de 1 fois X moins 1 plus W de 1. Et là, je sais que Y, c'est Y. W', c'est la dérivée. Et je sais que la dérivée a cette expression-là. D'accord? C'est celle-là. Donc, je vais me la recopier. C'est x au carré plus 1 divisé par x au carré. Tout cela calculé à 1. Donc, c'est 1 au carré plus 1 divisé par 1 au carré. Ça, c'est W' de calculé à 1. Le tout va être multiplié par x moins 1, additionné à W de 1. Or, W, c'est, on le sait, x au carré moins 1 divisé par x. Donc, ça, c'est l'expression de W de 1. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou ça va? Donc ça, c'est y égale 1 au carré, ça fait 1 plus 1, 2. 2 sur 1, ça fait 2. Fois x moins 1. Et ça, c'est 1 moins 1, ça fait 0. Voilà. Ça, c'est réglé. Et donc, on va faire 2x moins 2. Et vous avez donc votre équation de droite. En me baladant dans vos cahiers, j'ai remarqué que plusieurs personnes avaient décidé de commencer par, tout de même, le tableau des signes de la fonction f. Ce qui n'est pas une erreur, hein, bien entendu. C'est juste que... Comme j'avais spécifié au début de l'exercice, suite à une question pertinente de Siba, ici, je vous avais conseillé de suivre les questions, parce que sinon, vous n'aurez pas eu le temps d'arriver jusqu'à la fin. Parce que le signe, c'était paradoxalement la partie la plus longue, les signes de f. Même si vous l'avez eu correctement, moi, mon but, c'était que vous arriviez à ça, parce que c'est la formule que nous avons vue hier. Oui, c'était hier. C'est la formule que nous avons vue hier, et il va falloir que vous vous imprégniez de cette formule, parce qu'elle est super importante. C'est la formule, donc, pour obtenir l'équation de la droite tangente. Vous avez cet exercice-là à faire. Je vous invite à lire mon commentaire. C'est un exercice type bac, mais vraiment type bac. Donc, il a une difficulté non négligeable, je vous l'accorde. Il y a beaucoup de questions, mais par contre, il est super intéressant.